passe la parole à M. Jacobson. Merci beaucoup. Ma perspective sera un peu différente, à un niveau un peu plus méta ou global. Je travaille donc à l'OCDE avec des réseaux d'officiels qui travaillent au sein des centres de gouvernement, des services de Premier ministre en matière de gouvernance publique. Et il y a moyen de le mettre en plein écran sur l'ordinateur peut-être, cliquant sur le petit... Non, je n'ai pas la clé. Voilà, très bien. Plus ça me permet de voir mieux. Et donc, je vais vous donner des éléments qui sortent de l'évaluation internationale comparative du rôle des officiels qui, au sein des pays, se préoccupent à un niveau un peu global de comment structurer les politiques d'évaluation, comment faire en sorte qu'elles soient utilisées dans les grands outils des politiques publiques, que ce soit les outils budgétaires, les outils réglementaires et plus largement la machine gouvernementale. Pourquoi les pays se soucient-ils de construire de la capacité pour l'évaluation des politiques publiques? Ça, c'est une slide d'introduction générale. Il faut me pardonner, tout ça est en anglais parce que c'est notre langue de travail de base. Et je n'ai pas besoin de revenir avec vous dans le cadre de cette audience là-dessus. C'est quelque chose d'important à la fois pour l'efficacité de la dépense publique et puis pour clore ce qu'on appelle le cycle des politiques publiques qui va de la conception à la mise en œuvre et à l'évaluation et à la révision des politiques publiques. L'élément essentiel sur lequel je peux fonder mon intervention aujourd'hui est une enquête sur l'évaluation des politiques publiques qui a été conduite dans 42 pays. Donc 42 pays, ça commence à faire un échantillonnage international un peu sérieux. On a quasiment tous les pays de l'OCDE, plus un certain nombre de pays partenaires, le Costa Rica, la Colombie, le Kazakhstan et quelques autres, au-delà des pays de l'OCDE, et le Brésil par exemple, des pays de l'OCDE proprement dit. L'objectif était de comprendre quels sont les objectifs d'évaluation et comment les pays mobilisent l'évaluation pour ces objectifs, quelles sont les pratiques et quels sont les défis que font les pays. Nous avons également d'autres enquêtes qui nous permettent de comprendre ce que font les pays en matière d'évaluation. Une enquête qui est circulée auprès du réseau des budgétaires qui s'occupent de ce qu'on appelle la budgétisation par la performance, les gens qui gèrent la LOLF ou l'équivalent dans les autres pays. On a une enquête au niveau de ces officiels. On a une enquête au niveau des gens qui gèrent les processus de qualité de gestion de la réglementation, l'équivalent de la direction du droit au service au secrétariat général du gouvernement, et puis une enquête directement auprès des secrétariats généraux du gouvernement qui nous donne quelques éléments sur le fonctionnement de façon un peu structurelle d'écoles. D'abord, est-ce que les pays ont une définition de l'évaluation ? En fait, il y a un certain nombre de pays en gris qui n'en ont pas. Il y a des pays qui ont une définition et puis il y a des pays qui ont plusieurs définitions. Et quand on regardait dans le cas de la France, il y a plusieurs définitions. La France est riche en décrets et chaque décret ou mesure réglementaire différente invente une nouvelle définition, une façon un peu différente et donc on a différentes définitions. J'allais dire c'est pas quelque chose qui me semble particulièrement gênant, c'est un état de fait, ça montre un peu la pluralité des approches en la matière. Ce qui est plus intéressant, c'est que mon équipe a fait un clustering des différents travaux de définition pour voir quels étaient les mots-clés qui apparaissaient le plus souvent dans les notions de définition et qu'est-ce qui structure de façon prégnante la question de l'évaluation. Et vous verrez que les concepts, quand on regarde les grandes barres en bleu les plus importantes, sont les notions d'efficacité, d'effectiveness, la notion de programme, donc c'est l'évaluation de programme, et la notion d'impact. Et ça montre assez clairement le lien de l'évaluation avec à la fois les questions de réglementation et de budget. Et vous verrez que le concept d'évaluation systématique sort de façon relativement importante, le fait que ça doit être fait de façon systématique. Ensuite, quelle a été notre approche ? Notre approche, elle a été, je pense, je le lis d'autant plus librement que ce n'est pas entièrement moi qui avais conçu cette enquête au départ. Elle a été liée à une pratique extensive de la littérature internationale, notamment américaine, sur l'évaluation. Et on a conçu 3 grands angles. Quelles étaient, d'une part, les modalités d'institutionnalisation de l'évaluation au sein des appareils institutionnels des pays, et quels étaient les mécanismes pour promouvoir l'utilisation et la qualité des évaluations. Donc une approche systémique pour essayer de comprendre comment l'évaluation s'insère dans les appareils d'État. Première slide de cadrage général, quels sont les objectifs des pays ?
les objectifs déclarés des pays. Ceci est du déclaratif, mais nous avons quand même fait tout un travail de recoupement, de vérification. Quand les pays nous donnent des informations, on évite de prendre les choses à leur valeur faciale et on essaye de les questionner un minimum. Mais globalement, c'est de mesurer les résultats des travaux du gouvernement ou de l'administration et les ressources, et de promouvoir ce qu'en anglais on appelle evidence-informed policy making, donc des politiques fondées sur des preuves, et puis d'améliorer la qualité des services publics. Voilà. Et vous verrez que la notion de value for money de façon plus réduite, le rendement, comme diraient les Québécois, arrive tout en bas de ce tableau, donc un tout petit peu moins important. Quels sont les défis? Les défis, c'est que l'évaluation n'est pas toujours utilisée, c'est qu'il est difficile aussi de promouvoir l'évaluation en tant que politique transversale de l'appareil gouvernemental. Il y a souvent un défi de ressources humaines, peut-être un peu moins en France. La France est malgré tout un des grands pays relativement grands en termes de taille de l'OCDE, et on a aussi un appareil d'État qui est bien charpenté. Et les pays donnent aussi également des défis en termes de qualité de l'évidence et de maintenir l'intérêt politique. Toutes choses qui sont connues en France, mais qui ont connu, je fais un petit discours discursif pour mettre en exergue les résultats par rapport au cas français. Si vous regardez des mécanismes tels que le printemps de l'évaluation au niveau du Parlement, me semble être des initiatives intéressantes pour améliorer l'accès des décideurs à l'évaluation. Ensuite, l'aspect du contexte institutionnel, donc le cadre réglementaire, les pays mettent des lois, des politiques. Il y a 5 pays qui ont mis l'évaluation au niveau de la Constitution, dont la France. On peut se dire, ah oui, c'est important, on l'a mis dans la Constitution, donc on a réussi. Et là, je partagerai un peu le scepticisme d'Antoine Bozio en se disant, c'est pas forcément parce que c'est dans la Constitution, dans la loi, que ça marche. Et donc, on se rend compte qu'il y a un tropisme un peu latin. J'essaye de faire un peu d'analyse des données avec mon équipe actuellement, et j'espère d'ici 6-8 mois pouvoir montrer des typologies de pays. Mais on se rend compte que des pays à tendance latine ont tendance à formaliser les choses dans la loi, alors que les pays nordiques ont tendance à promouvoir la pratique et les gens qui font de l'évaluation. Donc des philosophies un peu différentes en termes d'approche. Le deuxième élément clé de l'approche institutionnelle, c'est le fait que ce sont les centres du gouvernement et les ministères des Finances qui apparaissent comme les institutions les plus souvent en charge ou ayant les rôles les plus importants. Alors, des lois, mais il y en a dans les 3/4 des pays. La France a même plusieurs lois en la matière. Et il faut voir qu'on peut avoir des lois qui sont liées à la performance budgétaire, des lois qui sont liées aussi, pour beaucoup de pays, à la mise en œuvre des études d'impact, qui comptent comme une forme d'évaluation au service de l'action publique, étant appliquée à l'outil réglementaire. Donc là, c'est le rôle relatif. On voit tout en haut les centres de gouvernement, le ministère des Finances, et également, dans certains cas, les ministères en charge de la réforme du secteur public ou des agences autonomes. Une des plus célèbres que j'aime bien citer est l'Agence pour la productivité australienne. Les Français nous ont cité l'INSEE comme agence autonome faisant de l'évaluation, ce qui est pas un petit peu particulier par rapport au rôle de l'Institut de statistique, mais pas tout à fait inexact quand on regarde également ce que fait concrètement l'INSEE dans certaines de ses activités. Voilà. Et puis le ministère de la planification pour les pays qui ont encore des ministères de ce type, ce qui concerne surtout nos collègues d'Amérique latine. En ce qui concerne la gouvernance de l'évaluation, on voit, ça c'est les données de notre enquête sur la performance budgétaire. En fait, sur l'évaluation ex post, un rôle très fort des organes supérieurs d'audit, donc les cours des comptes, et ex ante et ex post, un rôle important des line ministries, des ministères tête de file, et également un rôle significatif des directions en charge de la conduite de la politique budgétaire. Alors, on a 2 graphiques importants. Tout ceci, ces données, quand elles seront publiées, là, on est encore un peu en fin de phase de validation avec les pays. C'est pour ça que je ne veux pas forcément les mettre entièrement dans le domaine public, mais on aura également des tableaux détaillés où vous pourrez retrouver chacun des pays avec ses caractéristiques, la France parmi d'autres. On n'a pas fait de ranking entre les pays parce que je ne sais pas si ça faisait du sens à ce titre, donc on aura des données comparatives. Mais ce que l'on voit, c'est que globalement, c'est à la fois le centre du gouvernement qui a le plus de mandats et les mandats les plus développés, suivis par les ministères des Finances et du Trésor. Voilà. Après, au-delà de l'institutionnalisation, ce qui compte, c'est donc de promouvoir la qualité et l'utilisation.
Comment on fait? En matière de qualité, il faut être certain d'avoir les bons skills, les bonnes compétences au sein de l'administration. Et là, il y a de grands débats dans beaucoup de pays auxquels la France n'est finalement pas très... J'ai l'impression que ces débats n'ont pas trop transpiré dans la sphère française. J'ai juste vu que l'administration admettait avoir un déficit de data scientists. Et en fait, dans beaucoup de pays, on a compris qu'il fallait essayer de construire la présence de compétences analytiques. Et en France, on a le corps des administrateurs de l'INSEE, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, qui a joué un rôle très important, mais à la fois positif et un peu limitant, parce que c'est une certaine forme de skills, c'est un peu monocolore, alors que quand on regarde en fait les policy professions au Royaume-Uni, il y a 4 types de compétences. Il y a les statisticiens, les économistes, les social scientists, et puis les gens qui font du social science. J'ai recruté à un moment donné à l'OCDE quelqu'un qui avait un doctorat de psychologie anglais. J'ai parfois eu un peu du mal à convaincre mon directeur, mais dans le cadre d'un doctorat de psychologie britannique, ils avaient appris à faire de l'économétrie, à traiter de données, à marier des données de différentes origines, à les faire parler, etc. Et c'est, à mon avis, des compétences soft qui sont importantes pour régler certains des problèmes de société que l'on n'a pas forcément en France dans le service public français en tant que tel. Et on a eu tendance, à mon avis, en France, à se reposer un peu trop sur l'aspect peut-être purement statistique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même un pays comme les États-Unis, qui a des compétences et une tradition de sciences analytiques très importante, a mis ce sujet au niveau de son Evidence Act. Il y a une loi très importante bipartisane, en dépit de ce que l'on voit dans les journaux sur la politique américaine qui est actuellement mise en œuvre par l'administration américaine, où cette question des compétences est très importante. Et puis, il y a la question des incitations. Donc, comment faire en sorte de mettre des incentives dans le système pour que les gens utilisent les évaluations et pour qu'elles soient de qualité. La qualité, c'est quelque chose qui est difficile à déterminer parce qu'il y a la qualité technique au sens des économètres, des gens qui travaillent au CREST ou à l'École d'économie de Paris, qui voudront que toutes les variables, les méthodes statistiques soient bien validées. Puis il y a la qualité au sens, et comme le disait aussi M. Bozio, il faut que les résultats puissent être utiles et compris. Et je me rappelle l'intervention du commissaire à France Stratégie lors de la première conférence m'avait beaucoup marqué quand il avait dit qu'il s'était retrouvé avec des évaluations de très grande qualité mais dont il ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'elles étaient devenues en partie incompréhensibles au niveau de la lecture des résultats. Travaillant à l'OCDE, ayant pratiqué beaucoup de pays, je suis devenu un peu plus agnostique au sens où je crois que pour avoir des travaux d'évaluation de qualité, il faut qu'ils apportent quelque chose, il faut qu'il y ait des données. Peu importe les données, mais il faut qu'elles aient un minimum de seuil de fiabilité. Et donc, je ne ferai pas d'absolutisme de la méthode statistique, mais il faut qu'il y ait un apport, et il faut que la méthode montre un minimum d'honnêteté et que les résultats qui soient donnés donnent quelque chose qui soit en congruence avec les données qui ont été utilisées. L'utilisation, comme l'a dit Mme Tommasini, l'évaluation, ça coûte cher, donc il faut que ça rapporte, il faut que ça soit utilisé. Et on sait aussi que les données qui ne sont pas utilisées, souvent souffrent des problèmes sont de moins bonne qualité. Comment promouvoir la qualité ? On a des mécanismes pour contrôler le process, des systèmes de revue par les pairs, de revue interne. Je ne suis pas certain que la France soit très solide en matière de mécanismes de revue, de promotion de la qualité des évaluations. Et je sais qu'il existe au sein des économistes académiques, dont certains sont présents dans la salle, parfois un peu de scepticisme quant à la qualité de certains travaux d'évaluation qui sont conduits de façon purement interne à la sphère administrative. Ça ne veut pas dire que tous les pays, je vais avancer un petit peu en la matière, les mécanismes qui sont utilisés par les pays pour promouvoir la qualité sont d'ordre divers. D'abord, il y a l'idée de mettre des guidelines, et en fait, la France est assez riche en guidelines. Quand on regarde, on en a 4 ou 5. Il y en a qui sont faits par l'INSEE en matière d'économétrie. Il y a France Stratégie qui a fait quelques guides. Il y a des guides sur la qualité des investissements publics, et les services du centre du gouvernement, du SGG, ont fait des guides sur la qualité de l'analyse d'impact. Mais il y a également la possibilité de faire des systèmes de revue par les pairs. Je ne suis pas certain que ça soit pratiqué de façon systématique en France. Je crois que c'est bien pratiqué par France Stratégie dans le cadre des grandes évaluations qu'ils font de façon très structurée. Je pense que c'est pratiqué dans la sphère académique de façon peut-être un peu moins systématique dans d'autres domaines. Et puis, il y a la notion d'évaluation systématique et méta. Et là, il y aura beaucoup à dire. J'ai été très content qu'Antoine Bozio parle de ça. C'est quelque chose qui est rentré dans mon écran radar il y a 4 ans à l'OCDE, quand David Alpern, qui était le What Works Advisors du Cabinet Office britannique, nous a demandé de mettre ce sujet et de faire rentrer ces sujets dans nos travaux. Et puis, il y a
pour assurer la qualité, dire dans des lois que ça doit être de qualité. Bon, il y a un certain nombre de pays qui le font. Il faut vérifier si ça peut avoir un impact. On peut contrôler le process. On peut également avoir des mécanismes d'engagement citoyen. Et là également, en France, je pense qu'il y aura des choses à dire sur la notion d'engagement citoyen. Mais la France n'est pas la seule. Mais il y a des pays européens qui ont parfois fait plus, à mon avis, pour essayer de faciliter l'engagement citoyen. Et puis, les notions de qualité, de communication, de soft skills, comment faciliter les résultats, et puis les donner en temps utile au sein des processus institutionnels. Après, il y a la deuxième question, c'est le rôle des standards pour la qualité des évaluations. Avec mon équipe, on est en train de finaliser aussi un autre rapport sur les Standards for Evidence, puisque les Boîte-Works britanniques ont chacun fait une collection de standards. Il y a une série de Standards for Evidence, et ces standards concernent à la fois la qualité des méthodes, mais également la qualité du processus et la gouvernance de l'évaluation. En termes d'indépendance des évaluateurs, dans l'enquête, on a quelques données sur l'indépendance et la conduite éthique, mais en fait, quand on parle à des gens qui ont été en charge de l'évaluation, et notamment ce qu'on appelle les Chief Science Advisors, les conseillers scientifiques de gouvernement, qui sont une institution très présente dans des pays comme le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande, ils sont très conscients de la notion de la qualité du processus gouvernemental. L'idée que ça doit être délibératif. Dans mon jeune temps, en fait, c'est quelque chose qu'on pratiquait un peu quand on travaillait à la direction de la prévision. On était souvent chargé d'expertiser les évaluations d'autres ministères. On avait des demandes de Matignon nous demandant de contre-expertiser différents travaux d'évaluation ou d'estimation, puisqu'en interne, au sens du gouvernement, on se demandait si c'était à peu près de qualité. Et donc, le fait d'avoir un processus, il faut avoir une institution, que ce soit un service de prévision, un service ou un service de type conseiller scientifique, mais aussi un processus qui permette de s'assurer de la qualité, comme le fait d'une certaine façon tout processus scientifique, mais que ces processus soient intégrés à la vie de l'administration sans être forcément perçus comme une contrainte non nécessaire. Ensuite, investir dans les compétences, j'en ai parlé. Pour l'essentiel, l'enquête vous dit, est-ce qu'on fait des formations, est-ce qu'on a des réseaux d'évaluateurs? Je pense qu'en France, il y a quand même des réseaux d'économistes qui existent de façon interne à l'administration et qui sont assez structurés, qui n'existent pas forcément de la même façon dans d'autres pays. Pour les gens qui ont la chance d'être à Paris, il y a des séminaires réguliers dans différents domaines. Le fait d'avoir une grande concentration de la matière économique sur Paris, c'est aussi, je pense qu'il y a un peu d'interpénétration entre la sphère publique et les centres universitaires. Je pense, M. Bozio, dans certains de vos séminaires, il y a des gens des services administratifs qui viennent, des choses qui ne sont pas pratiquées de la même façon et au même degré dans d'autres pays. Voilà. Mais pour les skills, l'essentiel de mes remarques a été dit tout à l'heure sur la notion de soft skills. On a des compétences dans certains domaines très solides en France, mais je trouve que la palette de compétences est un peu réduite. Pour promouvoir l'utilisation, les pays peuvent mettre en œuvre des systèmes de grading, donc on met des étoiles en disant quelle est la qualité des évaluations. Est-ce que les corps d'inspection seront prêts à l'avenir de dire cette inspection c'est une étoile, celle-ci c'est une 2 étoiles, et ça c'est une grosse inspection conjointe, etc. Dans toutes les normes, on lui mettra une 3 étoiles. Je sais que la Cour des comptes a tendance à faire une gradation dans ses travaux entre les évaluations complètes et les pratiques à visée évaluative ou les enquêtes à visée évaluative. C'est une façon de faire. Il peut y avoir aussi un système de gestion, de management pour que les résultats soient portés à la connaissance de la direction. Et puis, il y a des pays qui font en sorte que les résultats soient utilisés dans le cadre des cycles budgétaires ou au sein même du Conseil des ministres. Et on a quelques exemples dans le rapport qu'on est en train de finaliser à ce sujet. Un autre élément important pour rendre les résultats de l'évaluation, pour les rendre utilisables, c'est de les rendre publics. Et à ma grande surprise, on est très loin j'aimerais bien à l'OCDE dire que tous les pays rendent publics leurs résultats, et c'est dans l'ADN de l'OCDE de dire que les éléments doivent être publics. En fait, on se rend compte que le publicly available par default ne concerne que 40% de l'échantillon. Et dans certains cas, c'est disponible sur demande, c'est disponible au sein de l'administration, et c'est disponible uniquement pour certains officiels. Et quand on regarde en France un petit peu, on voit que les évaluations de France Stratégie sont généralement entièrement publiques. Quand on regarde le statut des rapports des évaluations faites par les corps d'inspection, là on rentre dans les zones grises. Je pense à la présidente et aux officiels qui sont présents. Je pense qu'on sait très bien que la pratique n'est pas aussi transparente.
Et quant aux travaux d'évaluation faits par les directions des ministères, là aussi, la pratique, je pense, n'est pas forcément systématique. Donc, mais là, c'est un dialogue qu'il faudra qu'on poursuive avec nos pays en la matière. Ceci dit, beaucoup de pays reconnaissent beaucoup de scepticisme sur les limites et la difficulté à utiliser les résultats de l'évaluation. Et ça, c'est des données sur l'enquête de budgétisation des résultats qui étaient d'ailleurs extrêmement pessimistes et que je n'ai pas forcément voulu intégrer dans notre rapport à nous. Je les trouvais même un peu trop pessimistes. Alors, au sein de l'intégration dans les cycles budgétaires, en fait, les évaluations d'ensemble des politiques gouvernementales ont tendance à être plus souvent utilisées. Bon, c'est un résultat qui vaut ce qu'il vaut. Ce qui me semble important, c'est de savoir comment l'évaluation peut améliorer la performance des politiques publiques. On se rend compte en fait qu'en matière budgétaire et d'évaluation de programme, c'est plutôt l'évaluation ex post qui prévaut. On fait plutôt des évaluations ex post plutôt que des évaluations ex ante. En revanche, en matière réglementaire, et de façon intéressante, on fait plutôt des évaluations ex ante et pas assez d'évaluation de la loi ex post. C'est un élément structurel qui est vrai pour la France, donc on n'est pas singulier, mais c'est quelque chose contre lequel les pays ou les officiels avec qui on travaille se demandent comment essayer de compenser et d'équilibrer mieux les choses. Le deuxième point qui est très important, c'est de savoir si l'évaluation doit être proche du pouvoir politique ou autonome. Et ça, c'est un grand sujet politique qui a un élément qui a été en partie transparaît dans la notion des what works anglais. Quand on est autonome, ça vous rend plus scientifique, plus profond, mais un peu plus distant des politiques. Mais quand vous êtes interne à l'administration, vous pouvez être utilisé comme outil gouvernemental. Mais la question est de savoir, est-ce que vous aurez les bonnes compétences et est-ce que les résultats ne vont pas être un peu tordus par le pouvoir politique ? Un élément qui me frappe quand même, il faut savoir que les what works anglais, ils ont été financés de façon explicite, de façon extra-budgétaire, pour dire qu'ils n'étaient pas financés par Whitehall. C'est la loterie, c'est des mécanismes un peu baroques qui financent ce genre de choses. Mais pourquoi ? Parce qu'on voulait que la population croie dans les résultats. Et les tableaux qu'a montré M. Bozio, j'utilise aussi souvent dans mes slides, sont faits pour être utilisés pas uniquement par les ministres, mais par les proviseurs de collège, par les responsables d'autorités autonomes. Et en France, on n'a pas du tout le fait que les directions soient dans les ministères. La carrière des fonctionnaires, elle dépend de qui ? Elle dépend de leur directeur. La carrière de leur directeur, elle dépend de qui ? Elle dépend du ministre. Donc on se met dans un système vertical où tout remonte et tout est interne à l'administration. Alors dans une logique de what works, on est dans une logique de centre autonome où on est censé diffuser vers la société. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point des centres de what works, c'est l'utilisation en fait dans la sphère sociale des méthodes que M. Lévy doit bien connaître, qui ont été développées à partir des années 70 par les centres Cochrane. Et en fait, il y a un groupe qui est un groupe conjoint qui s'appelle le Campbell Group, qui est un groupe d'experts académiques spécialisés en méthodes d'analyse méta, qui sont un petit peu extrémistes dans leur pratique des méta-évaluations parce qu'ils ont des standards très élevés. Mais actuellement, je sais également qu'il est en train de se constituer un réseau européen des agences de méta-analyse en matière de politique sociale. Je ne sais pas s'ils ont des contacts en France, mais la Suède, en fait, par exemple, a créé une agence qui est aussi un pays qui fonctionne avec des agences, à partir de son agence d'évaluation de la santé, a créé un département d'évaluation des politiques sociales et ce département du SBU suédois essaye actuellement de structurer un réseau européen en la matière. Vous avez également des pays nordiques qui ont des séries d'instituts semi-autonomes comme la Finlande ou l'Australie. Après, ça n'est pas la panacée non plus que d'avoir des instituts autonomes et chacun spécialisé dans leur domaine. J'avais eu des conversations intéressantes avec les correspondants finlandais qui se plaignaient du fait qu'il y avait des instituts spécialisés, chacun avait son domaine segmenté des politiques publiques et ils ne répondaient plus à la demande du pouvoir politique suffisamment. Il y avait des chercheurs qui travaillaient de façon autonome, mécanique, avec leurs programmes répétés d'année en année, sur le point qu'en Finlande, il y a quelques années, il y a eu une mesure un peu radicale. On a coupé tous les budgets de ces instituts de 20%. Ça a créé un pot d'argent qu'on a remis au centre du gouvernement et qu'on a réalloué de façon compétitive sur des processus de bidding, d'appel d'offres, à des chercheurs pour évaluer, ou à des équipes pour évaluer les grands projets de loi ou les grands projets phares du gouvernement, parce que le gouvernement n'avait pas d'autre moyen de restructurer sa demande. Donc mon sentiment, donc, c'est surtout de mettre l'accent sur le caractère très interne de l'expertise en France, qui, à mon avis, est un peu à un niveau extrême par rapport à beaucoup d'autres pays. Ça peut se justifier dans de petits pays qui ont
n'ont pas les moyens de morceler l'expertise et qui ont des structures publiques beaucoup plus petites. En France, je pense que ça introduit une forme d'asymétrie dans le débat public. Et même si je constate qu'on a développé, et le laboratoire d'Antoine Bozio en est un très bon exemple, la qualité de la recherche publique et accru l'accès aux données, ce qui permet à la sphère universitaire d'être plus active qu'elle ne l'était quand je travaillais dans l'administration il y a plus de 20 ans. Je pense malgré tout, quand on compare la France à beaucoup de pays, c'est quand même quelque chose d'un peu étrange. Et quelque chose qui ne permet pas non plus toujours de faire suffisamment de knowledge management, de gestion de la connaissance. Parce qu'un autre élément du What Works, c'est la notion de gestion du stock de connaissances. Je pourrais être plus spécifique, je crois qu'en matière d'éducation, je suis pas certain, on m'avait dit, je suis moins expert en la matière, mais que certains des travaux d'évaluation ne sont pas suffisamment utilisés de façon structurante et recensés de façon systématique. Voilà. Ensuite, pour avancer, quelques données finales. Oui, c'est fini là. Sur l'évaluation des lois, pour dire que les pays évaluent rarement si les réglementations achèvent les buts qui leur sont fixés, particulièrement en Europe, et l'évaluation ex post est souvent tirée par l'évaluation des fardeaux administratifs, et l'évaluation individuelle des réglementations manque souvent d'une bonne méthodologie. Et là, on a des données comparatives qui ont été produites par mes collègues du comité de la politique de la réglementation qui permettent de cadrer ce débat. Quelques messages clés. Donc, c'est un élément clé où il faut pouvoir faire un équilibre entre les exigences méthodologiques, avoir quelque chose qui soit suffisamment sound, suffisamment solide, mais en même temps être pertinent pour la politique. Il faut pouvoir communiquer les résultats, donc pour être compris et pour être entendu, et aussi être, que les résultats, on puisse avoir confiance dans les résultats. Et je pense que pour la France, il y a un vrai défi là, quand on regarde ce qui se passe dans les débats publics dans notre pays actuellement, notamment sur la question qui perturbe le transport à Paris actuellement. Je pense que la question du déficit de confiance, on a d'excellents experts comme Yann Algan et comme d'autres, c'est quand même quelque chose qui doit être à l'agenda des préoccupations des responsables publics. Sur la notion de communication, j'ai noté également qu'un organisme comme France Stratégie avait considérablement développé ses services de communication. Et quand vous regardez les travaux des What Works, vous regardez les slides qu'a montré Antoine Bozio, c'est fait avec des couleurs, on ne donne pas des chiffres abscons, on fait comme dans le guide Michelin, on vous met des pounds, on essaye de communiquer les résultats de façon intuitive. Et ceci amène à considérer le rôle de ce que l'on appelle, en fait, dans nos travaux, l'intermédiaire dans la transmission des connaissances. Et donc, les gens qui sont capables de conduire l'évaluation vers les décideurs publics. Et ça va à la fois des services analytiques des ministères, aux corps d'inspection ou aux conseillers de cabinet, puisque toute cette chaîne de transmission de la connaissance, en fait, a pour effet de conduire les résultats de l'évaluation vers la décision publique. Et une prise en compte plus intégrée de ce système de chaîne de la connaissance, d'intermédiaire de la connaissance, permettrait d'avancer. Après, nous, notre agenda à l'OCDE sera de travailler sur comment faire en sorte que les pays aient des systèmes d'évaluation healthy, donc bien performants. Et puis la question de la gouvernance des données, et où là, effectivement, je pense que, vu ce qu'ont dit les derniers intervenants et mes informations les plus récentes, la France a fait de très gros progrès récemment avec le CASD. Et quand je travaillais il y a 20 ans, on était très très loin des normes d'accès qui étaient prévalentes dans les pays du Nord ou dans certaines provinces canadiennes ou en Australie. Et j'ai l'impression qu'effectivement, de gros progrès ont été faits. Et par ailleurs, la France, dans nos travaux, est très active sur la question des open data, des données ouvertes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas forcément le sujet sur lequel j'aurais, comparativement à beaucoup de pays, des préoccupations concernant la France. Voilà, merci.